bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info à la veille de la réouverture tant attendue de nombre de vos établissements préférés. Oui, ce petit café en terrasse, ce déjeuner, ce dîner dans l'un de vos restaurants habituels, ce sera possible demain. Une balade au musée et également une nuit à l'hôtel aussi, en cette troisième étape de déconfinement, synonyme de liberté presque retrouvée. Le directeur général des événements culinaires à la Société des Bonnes Mères, Philippe Johannes, sera d'ailleurs notre premier invité dans un instant. Mise en place, calendrier de réouverture, nouveaux menus, nouvelles recettes, mesures de sécurité sanitaire se réinventer en quelque sorte pour ce nouveau rendez-vous avec le monde d'après. Alors justement, comment l'aborder, l'appréhender? Nous recevrons dans 10 minutes le chercheur, l'explorateur Christian Clot à la tête d'une vaste étude comportementale en cette période d'adaptation à la crise que nous traversons tous depuis la fin de l'hiver. Et ses conséquences, bien sûr, sur notre présent et le futur. Mais sans plus tarder, comme chaque soir, votre point info du jour, c'est avec vous, Sandrine Nec. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et bien tout d'abord, je m'adresse aux amateurs du 7e art. À la différence du cinéma en plein air, les portes du cinéma des Beaux-Arts restent fermées ce 2 juin, tout comme celles des salles de sport. Pas d'accès non plus aux différents parcs et jardins avec des structures de jeux destinées aux enfants. Le 2, le jardin animalier sera fermé, mais sa réouverture est prévue pour le 8 juin. Les grands appartements du Palais Princier, nous vous en parlions il y a quelques jours, n'accueilleront pas de public avant avril 2021. Les piscines de loisirs en copropriété dans les hôtels demeurent fermées pour le moment aussi, tout comme le stade nautique Régnier 3 et le jardin exotique. Environnement, avec cette fois cette action de la Fondation Prince Albert II. Oui, car depuis plusieurs semaines, la Fondation Prince Albert II relaie dans le cadre de sa campagne A Green Shift, un changement vert, une multitude de messages de défenseurs de l'environnement, le souverain bien évidemment, mais aussi Robert Redford, Nico Rosberg, Luc Jacquet par exemple. Et désormais, vous pouvez aussi participer. L'idée est de montrer que chaque geste, du plus anodin au plus militant, compte pour l'avenir de la planète. Alors n'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook de la Fondation Prince Albert II. Restons dans l'écologie avec cette journée spéciale qui approche. Oui, il est question de la Journée mondiale de l'environnement qui a été initiée par l'ONU en 1972. La principauté y participe à travers différentes actions. Cette journée a lieu le 5 juin, ce vendredi donc, et parmi les initiatives dans cette année 2020, au contexte si particulier, une collecte spéciale de déchets électroniques devant le Stars and Bars avec la Société monégasque d'assainissement et plusieurs représentants de la mission pour la transition énergétique, pour parler, Christophe, du fameux pacte national pour réduire notre empreinte carbone. Merci Sandrine, à tout à l'heure pour le point pratique. Et après ce long week-end de Pentecôte, au-delà de la réouverture de la plupart de vos bars, donc restaurants, les hôtels vont eux aussi retrouver leur clientèle. Vanessa, Dessy, vous vous êtes rendue aujourd'hui, boulevard Princesse Charlotte. Et oui, l'hôtellerie s'engage à faire face au virus. Nous allons justement découvrir les bonnes pratiques sanitaires à l'hôtel Novotel avec son directeur Guillaume Rapin. Quels sont finalement les nouveaux engagements aujourd'hui? Alors les nouveaux engagements sont bien évidemment un respect des protocoles sanitaires, puisque nous avons travaillé d'arrache-pied depuis quelques semaines sur les recommandations qui ont été mises en place par le gouvernement et également par le groupe Accor, qui s'est engagé avec Bureau Veritas pour mettre en place un label et une certification sur les normes sanitaires dans l'hôtellerie et la restauration. Est-ce qu'on peut connaître finalement le détail de cette certification? Oui, bien sûr. Alors j'ai une certification qui va se dérouler en 2 temps. Une première partie en visioconférence mercredi après-midi qui va reprendre justement l'ensemble des éléments réglementaires mis en place à Monaco et comment nous les avons abordés et mis en œuvre dans l'hôtel. Et ensuite une visite sur site dans les semaines qui suivent pour revalider l'ensemble de ces points, notamment sur les normes sanitaires, sur les produits qui sont utilisés et la connaissance et la maîtrise des équipes de l'ensemble de ces règles sanitaires renforcées. Procédure renforcée, gestes barrières, vous l'avez entendu, le Novotel met en place les conditions nécessaires à la reprise de l'activité. On va parler restauration maintenant, puisque c'est vrai, demain c'est le grand jour, on le répète. On a vu ce qui se passait dans les hôtels, les coulisses, la préparation, quelques rénovations, quelques inventions également pendant cette période. On va retrouver un top chef, un master chef avec nous ce soir, Philippe Johannes, qui est le directeur général des événements culinaires à la SBM. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Ravi de vous retrouver parce que ça nous fait du bien de savoir que vous êtes en pleine forme. Alors, depuis 2 mois et demi, on n'a pas totalement arrêté non plus de cuisiner chez vous dans les cuisines de la SBM. C'est vrai que depuis février, ça a commencé par des annulations et des reports. Et dans les cuisines, on a toujours un peu l'impression que ça va s'arranger. Donc, on a essayé de continuer à se rendre utile. Demain, c'est quoi? C'est une libération pour vous de pouvoir rouvrir
Même si c'est progressif, bien sûr, à la SBM, la plupart des restaurants? Oui, mais c'est une libération pour toute la maison, c'est une libération pour les cuisiniers qui vont retrouver leurs éléments, mais aussi pour toutes les équipes F&B. Oui, c'est le grand jour. On espère être débordé. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un grand chef comme vous et quand on dirige plusieurs cuisines? La fermeture, la priorité, c'était déjà d'essayer de gérer au mieux le gaspillage, parce Oui. que c'est vrai que ça a été quand même relativement brutal. Et donc, on a commencé par essayer de rapatrier un petit peu tous les produits avec tous les chefs. Tout le monde s'est impliqué, toujours dans une logique de vouloir être utile et d'éviter le gaspillage. Avez-vous œuvré, chef, sur le digital, comme tous les autres grands chefs qu'on a vus, par exemple, sur Oui, nos alors télévisions? tous les chefs. Bon, moi, avec certaines des équipes, on est allé chez les producteurs. Donc, c'était la saison des fleurs de courgettes, des artichauts, des choses comme ça. Donc, pour ma part, j'ai fait des petites recettes sur Instagram autour d'un seul produit. Est-ce que pendant ce temps-là, on réfléchit un tout petit peu? Est-ce qu'on a un peu plus de temps pour réorganiser sa cuisine ou tout simplement cuisiner différemment? J'ai envie de dire qu'on a essayé de cuisiner avec plus de simplicité, plus d'authenticité. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est obligé de raisonner différemment. Il va falloir qu'on soit tous prudents et patients. C'est un petit peu le maître mot. On a essayé de réfléchir avec l'organisation de demain pour être le plus performant possible et s'adapter. Qu'avez-vous dans l'idée, dans l'esprit, comme plat, par exemple, demain, que vous aimeriez servir, un plat synonyme de liberté, quelque part un peu retrouvé? Je crois qu'aujourd'hui, il y a des produits que l'on peut manger. Demain, ce sera différent. Selon le marché, il faut qu'on soit plus dirigé sur le marché. Mais les légumes vont être à l'honneur. C'est sûr que le démarrage va être dirigé sur les légumes. Qui ouvre en premier chez vous dans toutes vos tables à la SBM? Alors, le Café de Paris, l'endroit mythique de Monaco, Ouais. je crois que les équipes sont impatients aujourd'hui. C'est vrai qu'on a la chance au Café de Paris d'avoir de l'espace. Et puis après, on va continuer sur le grill, sur le Bouddha Bar. Enfin, on va démarrer gentiment de façon à pouvoir jouer aussi de la polyvalence des équipes pour ne pas faire rentrer tout le monde en même temps dans tous les établissements. Tout est dans le progressif, on l'a bien remarqué, surtout en Principauté de Monaco. Aujourd'hui, on sait qu'on va ouvrir avec une distanciation, vous l'avez dit, donc il y aura moins de clients et c'est un secteur durement touché. Est-ce que vous avez peur pour certains de vos confrères qui mettent la clé sous la porte? Mais je crois qu'on compte aussi sur la patience de nos clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, un restaurant qui avait 40 places assises va devoir faire un roulement aujourd'hui. C'est vrai qu'au déjeuner, peut-être qu'il va falloir que nos clients aient une vision un petit peu différente. Je pense que mes confrères, et je ne le souhaite pas, on aura tous des difficultés. Je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. Il faudra compter sur la compréhension pendant les rushs, pendant les services un peu compliqués. Qu'est-ce qu'on mange déjà ce soir? Parce qu'il y a du monde encore chez vous à l'hôtel de Paris. Qu'est-ce que vous avez préparé ce soir pour dîner? Alors, à l'hôtel de Paris, aujourd'hui, c'est que le room service. Donc, je vous dis, on est sur des plats locaux. D'accord. On est sur les légumes, les petites gambéronis en ce moment. Enfin, on essaye de faire des recettes et les changer tous les jours. Et demain, il y aura une petite surprise pour les premiers clients? Demain, on a prévu une petite surprise. Ah. Voilà. Merci d'avoir été avec nous pour cette réouverture qui nous donne, vous l'avez senti, hein, beaucoup de sourires parce que la cuisine, on l'oublie jamais, c'est un vrai partage et on a besoin de vous retrouver. On y croit et tout le monde est motivé, en tout cas dans toutes les équipes de la SBM, pour pouvoir redémarrer ce nouveau challenge et cette nouvelle aventure. Bon retour, chef, à une vie presque normale, hein, surtout, j'allais dire bon appétit pour ce soir et demain, bien sûr, avec ces surprises qui arrivent un peu partout à la SBM. Merci à vous. Merci beaucoup. Hôtels, bars, restaurants, prêts à retrouver leurs habitudes. Et ce week-end, à l'église Saint-Dévote, on a même pu assister au premier baptême sous certaines conditions. Sentiment du diacre Robert Ferrua. On reprend la célébration des baptêmes et c'est une grande joie. Tout le monde doit avoir le masque, les personnes sont invitées bien sûr à se désinfecter les mains. Et il y a quelques petits points dans la célébration du baptême qui a changé pour éviter les rapprochements, c'est-à-dire nous ne faisons plus l'accueil à l'entrée. Pour ce qui est des saintes huiles, l'huile des catéchumènes et le saint crème, il sera mis avec un coton-tige. Je tremperai dans les saintes huiles qui ont été bénies et consacrées. Et idem pour le baptême, actuellement nous ne faisons pas de baptême par immersion totale. Le sacrement est valable bien sûr, c'est ça qui est le plus important, mais enfin il y
Il y a tous ces signes que par sécurité pour les enfants, pour la famille et pour tous les fidèles, nous devons prendre. Célébrer l'Eucharistie sans la présence des fidèles, c'était vraiment une grande tristesse. Donc c'est avec joie qu'on reprend les célébrations et les fidèles, on sent vraiment qu'ils en avaient besoin de reprendre. Retrouver donc une vie presque normale, on l'a vu dans ce reportage signé Alexandra Pani. On va justement parler de ce qui nous est arrivé, ce qui risque de nous arriver, présent, passé, futur. Pas inintéressant de retrouver aujourd'hui le chercheur et scientifique Christian Clot. Bonsoir à vous Christian. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une vaste étude qui a été menée il y a quelques semaines déjà, qui concerne nos capacités d'adaptation pendant la crise et surtout pendant l'après qui démarre demain. Alors c'est vrai qu'on est là en train étape par étape, retrouver à chaque fois des nouvelles conditions de vie, ce qui fatigue énormément les cerveaux. C'est pour ça qu'on a eu des gens aujourd'hui qui sont dans un état de grande fatigue. Clairement, le déconfinement, ces moments-là ne sont pas toujours évidents à vivre. Ça va par le manque de sommeil jusqu'à l'anxiété, jusqu'au stress? Oui, alors on a des personnes qui ont juste un symptôme, qui ont un peu perdu le sommeil, qui ont une certaine anxiété, et puis on a des personnes, malheureusement, ce qui est quand même pratiquement 18% en tout cas des personnes qui ont répondu à l'étude, qui déclarent avoir ce qu'on appelle un polytraumatisme cognitif. Il y a à la fois un manque de sommeil, à la fois de l'anxiété, du stress, de l'incompréhension, de la perte d'émotion. Ça, c'est peut-être ce qui nous inquiète le plus, des gens qui n'en ont plus aucune émotion. Et ça, c'est 10% de déclarants quand même, donc c'est pas rien. On s'émerveille différemment? On ressent plus rien, on a plus d'envie, plus de besoin, plus rien ne nous paraît intéressant. Voilà, on est en guillemets dans une sorte de plateau émotionnel qui est difficile à gérer. Et puis, pour ceux qui en auraient besoin un peu plus, on a par exemple lancé une application qui s'appelle covidout.fr. C'est une application qui permet d'aller chercher des infos, il y a des vidéos, il y a une trentaine de spécialistes qui ont proposé des choses pour aider les personnes qui ont un peu plus de difficultés. Des difficultés parce que quelque part dans votre étude, ce qui est frappant, au-delà du manque de sommeil, de l'anxiété et du stress, c'est que les gens n'ont pas spécialement envie de revenir tout de suite à la vie d'avant. Il y a des gens qui étaient bien en confinement et qui avaient réussi à mettre en place une vie qui leur convenait finalement. Et puis là, on leur dit, c'est bien, tu as réussi, maintenant tu vas rechanger encore une fois. C'est très difficile, c'est très fatigant cognitivement. Il y a toutes les personnes qui se sentaient en sécurité dans le confinement, qui disaient, moi je suis chez moi, je suis tranquille, il n'y a pas de virus. D'ailleurs, il faut ressortir dans la rue où on sait pas trop ce qui s'y passe. Puis après, il y a toute une catégorie de gens qui veulent un monde différent pour demain. Ça représente comme 95% des répondants qui disent il faut que ça change. C'est énorme. Maintenant, concrètement, comment on fait? Finalement, il y a une sorte de dichotomie qui se crée dans le cerveau qui n'est pas évidente pour les gens. Oui, on voit même quand on pratique un sport, même quand on va au golf, au tennis, on ne peut pas faire un foot entre copains. Il nous manque ce petit sel supplémentaire. Aujourd'hui, on a quand même été dans un système où on a perdu un certain nombre de passions. Et l'humain est d'abord des émotions. Et c'est vrai que si on a perdu l'envie d'avancer vers demain, si on a perdu la passion, finalement, qu'est-ce qu'on a? Et c'est toute la difficulté quand on vit une période un peu difficile de nos vies, des crises, c'est qu'en fait, ça nous enlève nos propres émotions, nos propres désirs, nos propres envies. Donc il faut aller les rechercher. Il faut vraiment chercher des choses qui nous font du bien, parce que c'est ça qui nous conduit. Il y a aussi le manque de tendresse, quelque part. Est-ce que vous en parlez de cet aspect sentimental d'ailleurs dans vos enquêtes ou pas? Évidemment, il y a une énorme différence entre une personne qui vit seule dans un petit appartement parisien qu'une famille qui vit en campagne. Donc chaque situation est très différente, chaque situation est particulière et il faut la vivre à sa manière. Mais clairement, il y a eu pour certaines personnes une perte de sentiments puisqu'on était tout seul chez soi, puisqu'on n'avait plus accès. Je pense surtout aux personnes âgées. Alors là, il y a un énorme problème qui s'est passé, notamment dans les EHPAD sur le territoire français où des gens se sont retrouvés isolés. Complètement isolé. Et ça, c'est pas humain, clairement. On parle aussi d'exploration. Vous avez vécu il n'y a pas très longtemps une expérience. Vous avez voulu vous mélanger dans un univers différent. Quand on parle du chaud, du froid, de l'humidité, c'est un petit peu ça. Vous êtes isolé. Et ce qui est frappant, c'est que c'est avec les images que vous avez réussi à positiver, quelque part. Il y a des tas de moments où on se sent perdu, démuni. Et clairement, l'imagination va devoir prendre le pas. Pour se battre pour le futur, il faut croire en quelque chose dans le futur. Si tout ce qu'on a dans le futur est négatif, et si les seules choses positives sont derrière nous, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se battre pour avancer, pour continuer, pour recréer un possible? Comment vous voyez notre futur? Est-ce que les gens dans cette enquête sont angoissés? C'est quoi? C'est la crise économique? C'est la crise sanitaire? Qu'est-ce qui leur fait peur encore aujourd'hui? La plupart des gens aujourd'hui voient plus la crise économique, la crise écologique, comme étant les deux grands facteurs de notre problématique du futur. Puis une troisième crise dont on ne parle pas beaucoup, mais qui clairement inquiète les gens, c'est la crise sociale, la crise sociétale. On est tous très tendus, très réactif et qu'il ne faut pas grand-chose pour faire
éclater quelque chose. Une simple étincelle peut tout changer. Donc, il y a une vraie inquiétude là-dessus. C'est vraiment parce qu'on est ensemble qu'on y arrivera et pas en se divisant les uns les autres. Ouais, une petite peur, comme ça, à l'intérieur de beaucoup. Aujourd'hui, même s'il y a eu des choses de bien, vous êtes d'accord, Christian Clot, pour conclure, il y a des choses de bien quand même dans cette période. Tout d'abord, quand on dit que 95% des gens aimeraient un futur différent, moi je trouve ça très positif. Tout simplement, ça veut dire que les gens ont pris conscience que notre futur ne peut plus être tout à fait celui de notre passé. Donc on doit aujourd'hui créer autre chose. Et deuxième point, on a quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on ne sentait pas, qu'on ne peut pas toucher, qui nous a mis un peu à genoux pendant quelques semaines. C'est une manière de dire le réchauffement climatique, les problèmes écologiques qui sont partout dans le monde, on ne les voit pas non plus tellement en France. On a une chance énorme en France, à Monaco aussi, bien entendu. On est protégé un peu de toutes les difficultés du monde aujourd'hui. Même s'il y a des grandes difficultés, des personnes, on est protégé. Eh bien, là, pour une fois, on voit que quelque chose qu'on ne voit pas peut vraiment nous faire du mal et que si on ne réagit pas, ce sera difficile. Et je crois qu'il y a un énorme espoir aujourd'hui, j'ai personnellement un énorme espoir, qu'on arrive à recréer sur cette base-là quelque chose de positif pour le futur. C'était passionnant, évidemment, Christian Clot, de vous rencontrer ce soir, de vous avoir avec nous en duplex sur Monaco Info pour parler de vos recherches de côté scientifique et de ce que vous avez pu explorer. Je ne vois pas la BD que vous avez réalisée sur Monaco il n'y a pas si longtemps, sur le prince Albert Ier, le prince de la découverte et de l'exploration. Ça me navre. La prochaine fois, vous la mettrez en exergue. Merci à vous. Merci Christian Clot, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation sur Monaco Info ce soir. Merci beaucoup. Et on vous retrouve, Sandrine, sans plus tarder pour notre point info pratique cette fois du jour. L'ambassade d'Italie à Monaco souhaite faire savoir, Christophe, à ses ressortissants, aux résidents italiens donc, que la fête nationale italienne du 2 juin ne donnera pas lieu à des manifestations sur le sol monégasque, et cela par respect en mémoire des victimes de la pandémie. Et un sondage qui concerne cette fois les restaurants. Et oui, sur le réseau Malizia, vous êtes effectivement nombreux à nous avoir répondu être contents de savoir que les restaurants ouvrent de nouveau leurs portes. Plusieurs dizaines d'entre vous ont déjà réservé, mais en majorité, vous préférez attendre encore quelques jours avant de poser les pieds sous la table, comme on dit. Pas d'infos pratiques, Sandrine, sans parler de dépistage. Particulièrement de dépistage destiné aux tout petits, les moins de 5 ans, jeunes monégasques et résidents pourront se faire tester au Grimaldi Forum mercredi 3 juin de 13h30 à 18h. Le test s'effectuera sous la responsabilité d'un pédiatre. Je rappelle aussi aux plus grands qui seraient salariés à Monaco qu'ils peuvent se faire tester au Grimaldi Forum mardi et mercredi si leur nom d'usage commence par les lettres A et B. À ce jour, un peu plus de 43% de la population a été testée, 2,7% des tests sérologiques se sont avérés positif, Christophe. C'est très clair. Merci d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèles à nous suivre chaque soir, évidemment, sur Monaco Info. Continuez surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos, vos vidéos sur le réseau Malizia qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Relayez-nous vos bons plans, vos initiatives. Et comme le veut la tradition, voici le meilleur de vos réseaux sociaux à travers le monde, all over the world. Pour être complet, avec vous, Sandrine, la météo de ces prochaines heures. Alors mardi, météo plutôt clémente, plutôt car il faudra tout de même compter sur la présence de nuages. Le soleil ne sera pas donc tout seul. Dans le ciel, il se lèvera à 5h49 pour se coucher à 21h06. Mercure plus que printanier de 16 à 21 degrés et nous fêterons les Blandines. Très bien, merci beaucoup Sandrine. À demain, comme chaque soir, on va se quitter avec les instantanés du jour et les préparatifs à la veille de la réouverture de nos bars, de nos restaurants, de nos hôtels. Photo signée ce soir, Michael Easy. Je donne rendez-vous demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal. Belle fin de soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
Merci.